Bonjour et bienvenue à tous pour cette 10e webconférence du dispositif Rex Bâtiment Performant de l'AQC. Donc, il s'agit de la dernière webconférence du projet Rex Rénovation de Profil. Donc, on est encore assez nombreux, parce qu'en fait, on était autour de 600 inscrits. Donc, si jamais par défaut vos caméras et vos micros ne sont pas coupés, je vous remercie par avance de les couper et puis de les maintenir en l'état. Un petit rappel pour vous dire quand même que les précédentes webconférences, elles sont toutes disponibles en replay et les rapports thématiques sont également dispo dans la mallette pédagogique du dispositif Rex Bâtiment Performant. Donc certains rapports, dont celui d'aujourd'hui, ne sont pas encore disponibles, mais ils le seront dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à vous inscrire via la mallette pédagogique ou nous suivre sur les réseaux sociaux pour être averti des sorties des différentes publications. Donc vous pouvez vous abonner à la newsletter du dispositif Rex Bâtiment Performant. En attendant que les derniers participants nous rejoignent, je vais vous proposer de remplir un petit sondage concernant votre domaine d'activité. Alors, le sondage, il est ici. Voilà, c'est simplement pour avoir un petit peu les domaines de chacun. Et voilà, donc, le temps que vous remplissiez, je vous rappelle que c'est la 10e thématique qu'on traite aujourd'hui. Donc, on avait traité dans les semaines précédentes les sujets de la ventilation simple flux, de la ventilation double flux, de l'isolation des rampants en rénovation, de l'éclairage artificiel, l'isolation par l'extérieur, les chauffe-eau thermodynamiques, l'isolation en sous-face des planchers bas en rénovation, les chaufferies bois, et puis la semaine dernière, il y a 15 jours, le dimensionnement et la conception des équipements techniques. Donc ça, tous les replays de ces webconférences sont disponibles soit via la plateforme Profil ou sinon sur le site de la mallette pédagogique et sur la chaîne TV de l'AQC. Donc vous allez avoir tous les liens qui vont s'afficher dans le chat. Richard va vous mettre les liens au fur et à mesure. Hop, voilà, je mets fin au sondage. Donc, merci d'avoir répondu à cette première question. Donc, au sommaire aujourd'hui, un bref rappel, comme d'habitude, de ce qu'est le dispositif Rex Bâtiment Performant, puisque c'est important de comprendre d'où viennent les enseignements, les retours d'expérience et comment on choisit justement ces enseignements, ceux qu'on va vous présenter, puisque ce n'est pas simplement un travail exhaustif, mais plutôt un ciblage sur les enseignements prioritaires par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain. Donc, je laisserai ensuite la parole à Cyrielle Leval, qui est chargée de mission bâtiment et aménagement durable chez Envirobat de Grand Est, et qui vous présentera les enseignements du rapport concernant le sujet de la pompe à chaleur en rénovation. Moi, de mon côté, je garderai un œil dans l'espace de discussion au cours de la présentation pour relever les questions, mais surtout, n'hésitez pas à utiliser cet espace pour échanger entre vous, apporter des éléments de réponse si vous les avez. On terminera en fonction du temps qu'il nous reste par une présentation de la mallette pédagogique, puisqu'on est assez nombreux et je pense qu'il y a des nouveaux inscrits par rapport aux webconférences précédentes. Donc, si le temps est dispo, je vous remontrerai un petit peu le fonctionnement de la mallette pédagogique. Et puis sinon, un rappel aussi sur le MOOC Rénovation performante, risques et bons réflexes, qui a eu lieu en fin d'année 2021 et dont les inscriptions pour la deuxième session sont ouvertes sur la plateforme MOOC Bâtiment Durable. Et puis enfin, on se quittera avec une petite démonstration, une déclinaison version tuto d'un des enseignements qu'on va vous présenter aujourd'hui. Pour situer le contexte, l'AQC, donc Association Loi 1901, qui a pour mission la prévention des désordres et l'amélioration de la qualité de la construction. Aujourd'hui, elle regroupe 49 organismes de la filière bâtiment autour de 3 commissions. Vous avez l'observation, donc la prévention produits mise en œuvre, qui est la C2P, et la commission prévention construction, donc la CPC. La QC héberge également le secrétariat des grands programmes comme Pacte qui, par le passé, ou FIBAT, Profil actuellement, ou encore Ombré pour les territoires ultramarins. Concernant les enseignements qui vont vous être présentés aujourd'hui par Cyrielle, donc qui sont issus de retours d'expérience, comme je le disais tout à l'heure, qui ont été menés dans le cadre et avec la méthodologie du dispositif Rex Bâtiment Performant, donc comme vous le voyez sur la diapo, qui est un des observatoires de l'AQC, celui qui est lié aux risques émergents. Ce dispositif Rex Bâtiment Performant, il a mis à l'honneur le sujet de la rénovation sur la campagne de visite 2020-2021 et il a été financé par le programme Profil. Donc, juste quelques mots sur le programme Profil, dont vous trouverez le lien également dans le chat. Donc, c'est un programme de la filière pour l'innovation en faveur des économies d'énergie. Autrement dit, c'est un programme qui regroupe 9 projets pour faciliter et fiabiliser la rénovation énergétique des bâtiments existants. Et donc, le projet Rex Rénovation, c'est un de ces 9 projets. On aura l'occasion d'y revenir pendant la présentation, car on s'est appuyé sur d'autres travaux réalisés dans le cadre de ce programme Profil pour illustrer certains de nos enseignements, notamment au niveau des bonnes pratiques.
Donc, je vous encourage vivement à consulter le site Profil où vous trouverez de nombreux nouveaux outils pour réussir notamment des rénovations performantes. Concernant maintenant le dispositif Frex Bâtiment Performant, donc comme je vous le disais en intro, c'est important de le resituer pour comprendre le choix de ces enseignements. Donc, c'est un dispositif de retour d'expérience basé sur la collecte sur le terrain, réalisé par nos enquêteurs, donc, comme Cyrielle pour Envirobat de Grand Est, par exemple. Pour la campagne de visite, on a travaillé avec 10 enquêteurs sur le territoire qui ont mené ces retours d'expérience. Donc, concrètement, ils réalisent des visites de bâtiments performants et puis ils rencontrent les acteurs qui ont participé à leur conception et réalisation. Donc, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, bureau d'études, etc., entreprise. Ensuite, toutes ces données, elles sont collectées dans une base de données. Donc, ça, c'est l'étape 2. Puis, une analyse selon les critères que l'on souhaite étudier, donc les thématiques qu'on souhaite aborder et réaliser, avec une extraction ad hoc de cette base de données. Donc, pour cette analyse, on fait toujours appel à des contributeurs qui sont, entre guillemets, des sachants de la thématique pour nous accompagner. Cette contribution, elle nous permet d'analyser un peu plus finement les constats qu'on a fait sur le terrain, qu'on a observés sur le terrain, d'échanger des positions et puis d'échanger aussi des points de vue différents et puis de prioriser les enseignements. Donc, pour ce rapport, on a été accompagné par Benzeid Faudar, et puis, qui est formateur à la PAV, et puis de Uwe Bramkamp, qui est consultant indépendant. Donc, on les remercie. Ils sont présents dans le chat, donc ils pourront participer aussi aux échanges. Concernant le REX-BP, toujours, donc vient ensuite la dernière étape qui est celle de la valorisation des enseignements. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui via la webconférence, ce qu'on a fait depuis quelques mois avec les webconférences précédentes. Cette valorisation, elle se traduit aussi par la création et la mise à disposition d'autres livrables, donc des photos commentées, QCM, études de cas, des tutos, comme on va vous présenter tout à l'heure. Et tous ces livrables, ils sont centralisés donc, dans la mallette pédagogique du dispositif Frex Bâtiment Performant. Enfin, toutes les analyses ont également permis de créer un MOOC. Donc, j'en ai donné quelques mots tout à l'heure. Je reviendrai en fin de session dessus. Donc, il a été joué fin 2021. Il a réuni plus de 5000 inscrits. Donc là, la session 2, elle est ouverte pour les inscriptions et elle démarrera le 12 avril. Donc, c'est un outil qui nous a permis aussi d'avoir une vision plus exhaustive des risques et bons réflexes identifiés pour l'enveloppe et pour les équipements en rénovation. Voilà, sur la partie introductive, je laisse la parole à Cyrielle qui va vous donner quelques éléments d'introduction, qui va vous présenter d'abord le centre de ressources Envirobat de Grand Est et puis qui vous donnera par la suite des éléments d'introduction sur la thématique du jour. Donc, Cyrielle, c'est à toi. Merci Samuel. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Cyrielle Leval, chargée de mission bâtiment et aménagement durable au sein d'Envirobat de Grand Est, qui est un réseau de centres de ressources dédiés aux professionnels du bâtiment et de l'aménagement, qui a pour mission la promotion du bâtiment et de l'aménagement durable en région Grand Est. Donc, nos centres de ressources sont soutenus et financés par le programme Climaction de la région Grand Est et de l'ADEME, la Fédération française du bâtiment Grand Est et par l'INSA de Strasbourg. Et Envirobat de Grand Est appartient également au réseau national bâtiment durable. Alors, nos objectifs, ce sont de faciliter et d'accélérer l'émergence des projets durables, de promouvoir la qualité environnementale du cadre bâti, de valoriser les retours d'expérience et d'accompagner les professionnels. Donc, à ce titre, nos actions se portent notamment sur de l'information et de la sensibilisation, qui se traduit par exemple par la réalisation d'une veille, la diffusion d'informations ou encore la réalisation, la diffusion de fiches de retour d'expérience et d'opérations exemplaires. Nos actions se portent également sur la mise en relation des acteurs du cadre bâti. Et puis pour ce faire, on va par exemple animer des groupes de travail et des collectifs qui vont travailler sur des sujets tels que les matériaux biosourcés, la technique, la santé ou encore l'urbanisme. On met également librement à disposition sur notre site internet un annuaire des professionnels de la construction et de l'aménagement durable de la région. Et puis nos actions, elles se portent également sur la favorisation de la montée en compétences des acteurs. Et là, à titre d'exemple, on organise très régulièrement des événements tels que des conférences, des visites d'opérations ou des voyages d'études. Et puis, notre réseau il travaille également sur le développement et la diffusion des offres de formation notamment. Donc, pour découvrir nos actions, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, donc www.envirobatdegrandest.fr, et à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir l'ensemble de nos actualités. Ok, merci Cyrielle. Donc, juste une petite diapo de transition pour vous donner un petit avant-goût sur le rapport thématique qui sera disponible dans quelques jours
par quelques semaines, et puis rappeler la contribution, donc, comme je disais au préalable, de Benzin Fawdar, de la PAV et puis de Uwe Bramkamp. Du coup, Cyrielle, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments introductifs sur le sujet de la pompe à chaleur en rénovation? Alors, je vais faire une petite introduction assez simple sur ce qu'est une pompe à chaleur, même si j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent déjà cette technologie, mais ça va nous permettre de rappeler quelques bases pour celles et ceux qui ne connaîtraient peut-être encore pas très bien ce système. Donc, une pompe à chaleur, c'est un système thermodynamique qui permet de récupérer des calories et donc de la chaleur dans un environnement pour la restituer au bâtiment. C'est en quelque sorte le principe d'un réfrigérateur inversé. Alors, il existe différents types de pompes à chaleur, dont les pompes à chaleur aérothermiques, qui sont représentées par les schémas en haut de la diapositive, et pour lesquels on va puiser l'énergie dans l'air et que l'on va restituer sous forme de vecteur R pour la pompe à chaleur qu'on appelle RR, qui est représentée par le schéma en haut à gauche, et sous forme de vecteur O pour la pompe à chaleur qu'on appelle RO et qui est représentée par le schéma en haut à droite. Donc, il y a également les pompes à chaleur géothermiques qui, elles, sont représentées par les trois schémas du bas de la diapositive et qui vont capter les calories de l'eau ou du sol de manière plus ou moins profonde pour les restituer au bâtiment. Donc, l'ensemble des retours d'expérience qui ont été répertoriés dans le cadre de cette mission, elle s'est fait sur plusieurs types de pompes à chaleur, mais vous verrez néanmoins que certains des enseignements concernent plus particulièrement certains types d'entre elles. Alors, la thématique des pompes à chaleur, elle est aujourd'hui très importante, puisqu'il y a eu ces dernières années une forte augmentation du nombre d'installations de ce type d'équipement. Et selon les chiffres de l'AFPAC, donc l'Association française pour les pompes à chaleur, il y a eu plus d'1 million de systèmes ou d'appareils qui ont été mis sur le marché en 2020, la France étant le premier marché européen. Et puis, eh bien, cette expansion, elle n'est pas terminée puisque la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc qui établit les priorités d'action du gouvernement français en matière d'énergie pour la métropole continentale jusqu'en 2028, eh bien, elle prévoit dans ses objectifs l'augmentation de la production de chaleur par des pompes à chaleur, avec, par exemple, dans son scénario B, une multiplication du nombre d'équipements pour 2028 par rapport au parc 2017, allant de 2 à 2,9, variant en fonction de la typologie du bâtiment et du type de pompe à chaleur. Et tout ceci avec notamment la pérennisation d'aides financières à l'installation de ce type de système. Donc, il faut savoir qu'il existe depuis juin 2017 un DTU, donc le DTU 65.16, donc un document technique unifié qui concerne les travaux de bâtiments et les installations de pompes à chaleur. Donc, dans le cadre de cette mission, on s'est intéressé au programme de rénovation équipé de différents types de pompes à chaleur et vont vous être exposés quelques-uns des retours d'expérience qu'on a pu constater sur le terrain. L'objectif étant de diffuser des bonnes pratiques pour limiter la multiplication des non-qualités et d'améliorer la performance énergétique des équipements installés. Et puis, pour vous donner un peu plus de détails, donc le rapport comprend 12 enseignements issus de l'analyse de la base de données du dispositif REX Bâtiment Performant, qui inclut les visites des 18 opérations que j'ai réalisées durant cette campagne de visite, mais aussi toutes les opérations déjà visitées dans le cadre du dispositif REX Bâtiment Performant. Et dans les 18 opérations visitées, qui étaient toutes des opérations de rénovation, on a essayé d'avoir un maximum de diversité avec différentes typologies de bâtiments. Et puis même chose pour les types d'équipements, où on a essayé d'avoir la meilleure répartition possible en termes de type de pompe à chaleur. Ok, merci Cyrielle. Du coup, on va pouvoir démarrer avec le premier enseignement qui a été retenu dans ce travail, qui est celui de dimensionner l'installation après une synthèse complète des données du projet. Donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple de non-qualité qui illustre ce choix d'enseignement? Alors, pour ce premier enseignement, l'exemple pris ici, c'est celui de travaux dans une maison individuelle dans laquelle des travaux d'isolation de l'enveloppe et de changement des menuiseries ont été effectués. Le propriétaire demande un devis à 3 entreprises différentes pour l'installation d'un système de chauffage avec pompe à chaleur. Et le constat qui est fait,
c'est que pour 2 des devis, le dimensionnement de l'installation est effectué sans prendre en compte l'intégralité des données du projet. On se retrouve donc avec un surdimensionnement sur ces 2 devis, puisque seuls les paramètres de surface et d'années de construction ont été pris en compte, alors que le 3e devis, lui, il a été basé sur une étude thermique avec une prise en compte des déperditions réelles et donc la prise en compte des travaux d'amélioration énergétique qui ont déjà été effectués. Alors, quels peuvent être les impacts en termes de dimensionnement liés à un manque de synthèse des données du projet? Eh bien, il peut y avoir un surdimensionnement. Et un surdimensionnement, cela va avoir pour conséquent, d'une part, un surcoût à investissement, puisqu'un appareil plus puissant va être plus cher. Et puis, un surdimensionnement va engendrer un risque de court cycle, notamment si le volume tampon est insuffisant. C'est-à-dire que l'appareil, il ne va cesser de s'allumer et s'éteindre puisqu'il va rapidement atteindre la consigne, ce qui risque d'engendrer une usure prématurée des équipements, mais aussi une surconsommation et une perte de performance, puisque l'appareil devra effectuer une remise en chauffe des circuits pour chaque cycle. Et donc, à l'inverse d'un surdimensionnement, on peut avoir pour conséquence d'un manque de synthèse des données un sous-dimensionnement qui peut entraîner quant à lui un inconfort thermique puisque les températures de consigne pourront ne pas être atteintes à certaines périodes de l'année et un surcoût pourra être lié à l'utilisation d'un impôt. Une solution corrective dans le cas d'un surdimensionnement peut être d'étudier la possibilité de mettre en œuvre un ballon tampon. Et les bonnes pratiques, quant à elles, peuvent être d'effectuer systématiquement un état des lieux de l'existant avec une visite de site, de prendre en compte l'ensemble des éléments existants pour déterminer la solution la plus adaptée et de réaliser une étude thermique pour déterminer les besoins en chauffage et dimensionner la pompe à chaleur. Et un exemple de bonne pratique, donc il existe une application qui s'appelle PackRéno, qui a été créée dans le cadre du programme Profil, qui est mis à disposition des installateurs de pompes à chaleur et qui permet de faciliter le dimensionnement et le choix des pompes à chaleur lors d'une opération de rénovation d'habitat individuel. Et cette application, elle est gratuite et elle est accessible sur tous les stores. Ok, merci pour ce premier enseignement. Donc, oui, en effet, l'outil PackRéno, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, qu'on allait revenir régulièrement sur des outils qui ont été développés dans le cadre de Profil. Donc, celui-ci en fait partie. Donc, l'enseignement suivant, qui est celui de vérifier la compatibilité entre la puissance électrique disponible et la puissance demandée par la PAC. Cyrielle, je te laisse poursuivre du coup sur cet enseignement. Donc, un deuxième constat sur site, lors des visites de bâtiments effectuées dans le cadre de cette mission, ça a été que la puissance électrique disponible n'était pas toujours adaptée à la puissance de la pompe à chaleur ou inversement. Donc, on voit par exemple sur cette illustration que le raccordement électrique, il a dû être modifié. Donc, on voit l'ancien raccordement visible juste en dessous. Et donc, ce raccordement a dû être modifié puisqu'il n'était pas adapté à l'installation. Et ce que j'ai pu voir à l'inverse dans le cadre de mes visites, c'est la pompe à chaleur qui a dû être changée puisque la puissance électrique disponible n'était pas la bonne. Donc, on a eu le cas, par exemple, où c'est une pompe à chaleur triphasée qui avait été donc préconisée, budgétée, commandée et livrée. Mais lors de son installation, l'installateur s'est rendu compte que ce n'était pas bon. Et donc, il a fallu recommander une nouvelle pompe à chaleur, une monophasée cette fois-ci, avec tous les délais supplémentaires que cela implique. Donc, les impacts en cas d'incompatibilité entre l'installation électrique et la pompe à chaleur peuvent être un risque de disjonction fréquente si la puissance électrique disponible est insuffisante, avec un risque d'endommagement de l'appareil. On pourrait avoir également un risque de perturbation sur le réseau de distribution publique d'électricité. Donc là, on peut vraiment avoir un impact à large échelle. Et bien sûr, cette perturbation, donc, elle va pouvoir se manifester chez les clients concernés, mais également chez les voisins. Donc, ça demande vraiment une attention particulière. Le troisième risque évoqué, c'est celui d'un retard de chantier qui, lui, peut être lié à la nécessité de changer la pompe à chaleur non adaptée à la puissance électrique disponible, ce qui nécessite de réitérer tout le processus de commande, etc.
Ou bien encore, le retard de chantier peut être lié au changement de puissance électrique nécessaire pour être adapté à la pompe à chaleur. Donc dans ce cas, on aura des travaux supplémentaires qui n'étaient pas prévus à la base. Alors ensuite, l'incompatibilité entre l'installation électrique et la pompe à chaleur, elle peut également engendrer des surcoûts qui peuvent être liés d'une part à la nécessité de changer l'installation électrique, mais aussi au coût de l'abonnement et du kilowattheure qui sera plus important. Et donc là, on va parler d'un surcoût à long terme. Et puis le dernier impact évoqué, c'est le risque de baisse de performance comparé à celle annoncée dans l'étude thermique, puisque en effet, si la pompe à chaleur originalement choisie était en triphasé et doit être échangée par une pompe à chaleur monophasée, eh bien, on obtiendra une performance moindre. Et une solution corrective en cas d'incompatibilité entre la puissance électrique disponible et la puissance demandée par la pompe à chaleur, ça peut être de changer d'abonnement pour une puissance plus élevée si la puissance électrique n'est pas adaptée à la pompe à chaleur installée. À savoir en revanche qu'un changement de compteur peut être nécessaire. Et un exemple de bonne pratique, peut-être de vérifier le respect des conditions de raccordement. Donc, il existe une fiche qui s'appelle la fiche numéro 1 CEQELEC sur la sécurité et qualité de l'utilisation de l'électricité, dont le lien vous sera transmis via le chat. Et dans cette fiche, il est préconisé de demander au gestionnaire de réseau d'estimer la valeur de l'impédance réseau avec l'envoi d'un formulaire de demande d'information qui est à fournir au gestionnaire du réseau de distribution Enedis lors de la réalisation d'une étude de faisabilité. Et donc, à savoir que ce formulaire est fourni en annexe de cette fiche numéro 1 CEQELEC. Donc, pour résumer les bonnes pratiques, donc, il est important de vérifier la compatibilité entre la puissance électrique disponible et la puissance demandée par la pompe à chaleur. Et il est important de vérifier si un changement de puissance électrique est souhaité, que cela est faisable, et de communiquer le coût et les délais des travaux. Ok, merci. Avant de continuer sur l'enseignement suivant, je vois que ça répond à plusieurs des questions qui ont été posées. Donc, on a via les bonnes pratiques et les exemples de bonnes pratiques, on répond à vos questions qui sont tombées sur ce sujet-là. Je rebondis juste sur une des questions qui concernait l'enseignement précédent sur le dimensionnement. Il y a quelques questions qui sont arrivées sur le dimensionnement des émetteurs. En gros, la question, c'est puis-je conserver des émetteurs qui fonctionnaient à haute température au préalable sur un fonctionnement basse température. Donc, c'est un sujet qu'on a abordé alors pas forcément spécifiquement à la pompe à chaleur, hein, mais qu'on a abordé sur le sujet d'il y a 15 jours, sur le dimensionnement des équipements techniques. Donc, oui, il y a la possibilité de pouvoir conserver des émetteurs qui fonctionnaient à haute température auparavant, notamment dans des rénovations qui sont performantes. Donc, on a mieux isolé le bâtiment, donc il y aura des besoins qui sont moindres. Mais ça n'empêche qu'il y a une étude de dimensionnement qui doit être faite pour être certain que ce sera suffisant. Et donc, il y a toute la question de la surface d'échange et puis du régime d'eau utilisé. Donc, oui, c'est possible, mais encore faut-il le vérifier. Voilà, juste pour cette précision, mais voilà, je crois qu'il y a eu quelques échanges et puis j'ai vu des réponses passer dans le chat. Donc, on peut continuer sur l'enseignement suivant, qui est celui de prévoir un espace suffisant pour les locaux techniques. Oui, donc le troisième enseignement qui vous est présenté, c'est par rapport au constat d'une taille réduite du local technique. Donc on le voit ici sur cette image très clairement où l'implantation des systèmes et des réseaux a été fortement contrainte et entraîne par conséquent une complexité d'organisation. Et dans ce cas précis, il est nécessaire d'utiliser une échelle pour enjamber la pompe à chaleur et pour accéder aux éléments qui se trouvent derrière, ce qui, évidemment, pose un réel inconvénient pour la moindre intervention. Et les principaux impacts que va engendrer ce manque d'espace, ce vont être la difficulté d'accès aux équipements et aux informations portées par ces derniers, comme les indications relatives aux fluides frigorigènes, par exemple. On va avoir un risque pour la qualité d'entretien ou de maintenance par manque d'accessibilité, comme illustrait très bien la photo montrée précédemment. Ensuite, ce manque d'espace, il va engendrer une multiplication des coudes, ce qui va entraîner une augmentation des pertes de charge, un fonctionnement accru des pompes et donc un surcoût et éventuellement une augmentation des bruits hydrauliques.
Et enfin, ça peut même aller jusqu'au risque d'être non conforme à certaines réglementations, par exemple à la norme EN 378, dans le cas où le fluide frigorigène utilisé dans la pompe à chaleur est type inflammable et si le local ne répond pas à la norme en matière de volume. Donc, des solutions correctives qui peuvent être appliquées, ça peut être d'afficher le schéma d'installation et l'ensemble des informations des équipements présents, et ce, dès l'entrée du local technique pour faciliter l'accès aux données et la compréhension de l'installation. Et puis, une deuxième chose qui peut être faite, c'est d'informer les entreprises qui interviendront ultérieurement sur le local technique de son exécuté. Et un exemple de bonne pratique qui peut être appliqué, qu'on montre ici, c'est la modélisation de la chaufferie en BIM, parce que cette modélisation, elle permet d'anticiper le volume nécessaire pour l'ensemble de l'installation, et donc elle permet d'éviter les risques de se retrouver avec un espace insuffisant pour les locaux techniques. Et au-delà du manque d'espace en mètres carrés, moi, ce que j'ai pu voir aussi parfois durant mes visites, eh bien, c'était le manque d'espace en hauteur. C'est-à-dire qu'il fallait constamment être courbé dans le local technique pour accéder aux éléments. Et il est donc aussi nécessaire de penser l'espace en termes de hauteur pour faciliter l'accès à l'installation. Et les bonnes pratiques qui peuvent être appliquées sont de prendre en compte l'ensemble des contraintes du projet pour déterminer les choix des équipements, de réaliser une étude de dimensionnement du local technique, et puis de bien respecter les distances réglementaires et les prescriptions des fabricants. Donc là, sur ce quatrième enseignement qui vous est présenté aujourd'hui, c'est celui lié au constat de non-qualité, que des éléments de l'installation ou des informations du système sont difficilement accessibles. En commençant par exemple de gauche, on est dans le cas où une partie du réseau d'installation est difficilement visible et accessible parce qu'elle est partiellement noyée dans l'isolant projeté. Donc forcément, ça engendre des difficultés pour toute intervention et pour tout entretien. Pour le deuxième exemple, la deuxième image, on est dans le cas où les unités extérieures des pompes à chaleur, elles ont été installées en hauteur. Et dans ce cas-là, la moindre intervention d'un professionnel, elle va nécessiter l'utilisation d'une nacelle ou bien d'un échafaudage, ce qui va engendrer un surcoût qui peut en plus ne pas avoir été prévu par la maîtrise d'ouvrage. Et en tout cas, ça a été le cas dans les chantiers visités. Et enfin, le troisième exemple, donc les informations et techniques essentielles de la pompe à chaleur. Donc là, en l'occurrence, le modèle, la puissance et les informations sur le fluide frigorigène. On reviendra plus tard sur l'importance de cette information. Et bien là, elles ont été positionnées à un endroit très difficilement accessible à l'arrière de l'appareil, ce qui fait que celles-ci ne peuvent pas être lues en l'état. Et d'ailleurs, ça a été impossible pour moi d'en prendre une photo. Donc, les principaux impacts que va engendrer le manque d'anticipation d'accessibilité aux différents éléments vont être une complication des interventions et une difficulté d'entretien qui peuvent entraîner des surcoûts ou encore la non-exécution de l'entretien qui d'ailleurs peut être liée au surcoût qui n'était pas prévu. Donc, les solutions correctives pouvant être appliquées peuvent être de déplacer, si possible, les éléments qui rendent difficile l'accessibilité à l'installation. On peut aussi étiqueter ou déporter les composants qui ont été rendus invisibles, comme par exemple suite à un flocage ou une isolation, ou bien encore parce que l'élément n'est plus visible compte tenu de son positionnement, comme on l'a vu dans les exemples précédents. Et puis, il peut être prévu comme solution corrective un synoptique ou un schéma de principe de l'installation pour faciliter l'entretien en cas de changement de mainteneur. Donc, les bonnes pratiques qui peuvent être appliquées pour anticiper l'accessibilité aux différents éléments peuvent être d'anticiper l'accessibilité de l'ensemble des éléments lors de la conception du système, ou encore de garantir une accessibilité aisée et pérenne à tous les éléments de l'installation et aux informations indispensables aux interventions, comme celles sur les fluides frigorigènes notamment.
Ok, alors juste pour le prochain enseignement, donc comme d'habitude, on vous fait participer, donc on va le faire sous forme de questions. Je vais vous mettre la question en direct et essayer de vous la lire. Alors, vous avez un modèle d'étiquette, donc qui doit normalement être présent sur toute pompe à chaleur, avec différentes informations. Et la question qui vous est posée est: que signifie PRP? Donc, est-ce qu'il s'agit d'un acronyme pour produit réfrigérant principal? Est-ce qu'il s'agit de pouvoir de réchauffement planétaire? Ou est-ce qu'il s'agit d'un acronyme anglais Power Related Performance? Donc, le temps que vous répondiez, il y a quelques petites questions aussi qui sont passées dans le chat concernant d'autres non-qualités sur les unités extérieures, puisqu'on a vu l'enseignement sur le local technique, donc concerne plutôt l'unité intérieure. Oui, il y a eu des non-qualités sur les unités extérieures qui ont pu être remontées. Voilà, quelques-unes, comme a pu le montrer Cyrielle, sur l'accessibilité, par exemple. D'autres sur son positionnement, d'autres sur l'évacuation des condensats, etc. Là, dans le rapport, il y aura à quelques moments, on va en reparler, mais sinon sous forme de photos commentées, vous aurez pas mal de nos qualités qui seront disponibles. Voilà ce que je voulais dire déjà dans un premier temps. Et puis, du coup, je vais mettre fin au sondage. Et puis, Cyrielle va vous donner la bonne réponse, du coup, à cette question. Alors, on a une majorité de répondants pour la deuxième réponse. Hop, je partage les résultats en direct. Réponse. Ah. Donc, réponse B, qui était la bonne. Donc, le PRP est donc un acronyme pour pouvoir de réchauffement planétaire. Et le GWP correspond à sa traduction anglaise pour Global Warming Potential. Donc, le PRP, c'est un indicateur qui vise à regrouper sous une valeur l'effet additionné de toutes les substances contribuant à l'accroissement de l'effet de serre. Et par exemple, donc le R410A, donc qui a été le fluide frigorigène le plus rencontré lors de cette enquête et qui a un PRP, donc un pouvoir de réchauffement planétaire de 2088, eh bien, il indique qu'une molécule de ce fluide frigorigène, il va contribuer 2088 fois plus au réchauffement de l'atmosphère que le CO2. Et à savoir que sur les appareils rencontrés lors des visites, la moyenne de pouvoir de réchauffement planétaire était d'environ 7 tonnes équivalent carbone par appareil. Alors, pourquoi cette question? Eh bien, c'est parce que cela permet de se rendre compte que les flux frigorigènes ont un impact sur l'environnement et donc leurs flux, eh bien, ils sont contrôlés réglementairement par. Et l'un de nos enseignements tirés des retours d'expérience de terrain est que parfois les informations sur ces fluides frigorigènes, donc leur type et leur quantité notamment, soit ne sont pas affichées, soit sont partiellement effacées, ou bien encore elles sont incompréhensibles. Donc, il est très important d'afficher les informations sur les fluides frigorigènes, et cela en mentionnant de façon lisible et indélébile, donc la nature et la quantité de fluide que contient l'appareil, mais aussi d'indiquer pour toute modification de quantité de fluide dans l'appareil la charge en usine, la charge supplémentaire et la charge totale, et la quantité en tonnes équivalent carbone. Et toujours en lien avec les fluides frigorigènes, donc notre cinquième enseignement, qui concerne plus spécifiquement les pompes à chaleur de type aérolique, est tiré du constat de non-qualité que le réseau frigorifique n'est que partiellement calorifugé. Donc voici un premier exemple où on distingue bien les parties non calorifugées entourées en rouge. Et puis idem pour ce second exemple où on constate un calorifugage partiel avec plusieurs parties du circuit qui ne sont pas isolées. Alors, les principaux impacts qui vont découler de ce calorifugage qui n'est que partiel, donc ça va être d'une part des surconsommations, puisqu'on va effectivement avoir une perte de calories lorsque la pompe à chaleur est en fonctionnement. Et puis, on va également avoir une perte de calories à chaque redémarrage, puisque la pompe à chaleur doit surconsommer pour remettre en chaleur l'ensemble de ses composants.
Et le deuxième impact qu'il peut y avoir, c'est un risque de condensation sur la partie froid ou en fonctionnement froid qui peut entraîner une oxydation, puis une corrosion, pouvant éventuellement engendrer à terme, dans les cas les plus extrêmes, des fuites de fluide frigorigène, une baisse de la puissance en chauffage et refroidissement, et ça peut même aller jusqu'à la casse du compresseur. Et puis, au-delà de l'impact sur le système en lui-même, donc la condensation, elle peut engendrer la condensation, elle peut entraîner l'apparition de désordres liés à l'humidité, et cela autour de l'appareil. Donc, les solutions correctives qui peuvent être appliquées dans ce genre de cas peuvent être de compléter le calorifugage avec des matériaux adaptés et pérennes, ou encore d'installer des protections mécaniques contre les éléments pouvant endommager l'isolant, parce que ce défaut de calorifugage peut également venir d'un manque d'entretien et pas seulement un défaut d'installation. Et donc, la détérioration, elle peut être la conséquence des rayons UV du soleil, par exemple, et ça peut même être des petits animaux comme les oiseaux ou des petits rongeurs qui vont venir détériorer l'isolant. On peut donc venir installer une protection mécanique pour éviter ça, en faisant attention à ce que le dispositif ne vienne pas entraver l'accessibilité de l'appareil. Alors, quelles sont les bonnes pratiques dans le cadre de cet enseignement? Eh bien, il est tout d'abord important de calorifuger intégralement les liaisons frigorifiques, et ce, jusqu'aux échangeurs. Ensuite, il faut prévoir dans les descriptifs l'isolation spécifique pour chaque élément et ses liaisons avec l'isolant des circuits courants. Sur le chantier, il est important de sensibiliser les équipes quant à la nécessité d'une bonne continuité sur l'isolation des circuits frigorifiques. Une autre bonne pratique, c'est de respecter la performance de l'isolant prescrit, puisque ce non-respect de la performance de l'isolant peut impacter l'ensemble de l'installation, puisque la valeur des déperditions peut être faussée. Il est également important de respecter les préconisations des fabricants d'isolants et attention à la surisolation qui peut paradoxalement mener à des pertes calorifiques dues à une augmentation de la surface d'échange. Donc, il est également important d'utiliser un isolant adapté, donc qui est résistant aux UV, qui est hydrofuge et imputrescible. Et enfin, le dernier point de bonne pratique est de prévoir la vérification des isolants à réception et dans le contrat d'entretien. Ok, merci Cyrielle. Donc, toujours sur le sujet du calorifugage, on a parlé du réseau frigorigène. Est-ce qu'on peut parler du coup sur ce qu'on a pu voir aussi sur le réseau hydraulique? Oui, alors ce sixième enseignement concerne donc plus principalement les pompes à chaleur RO, OO ou sol haut. Donc il fait part du constat qui est le suivant: le réseau hydraulique n'est que partiellement calorifugé. Donc ce qu'on remarque dans la première image, donc là on est dans le cas d'une installation géothermique sol haut, où un isolant en laine de verre a été positionné pour combler l'absence de calorifugage sur une partie du circuit hydraulique. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que cet isolant, il n'est pas adapté, et de plus, il est mal mis en œuvre. Et dans cette situation-là, la laine de verre, elle risque de se gorger de l'eau de la condensation et d'accentuer la vitesse de corrosion qui est, comme on le voit, déjà en cours. Et sur la deuxième image, donc on est là dans le cas d'une installation géothermique OO, sans isolation continue du circuit hydraulique froid, donc où circule en amont de la pompe à chaleur de l'eau à environ 13 degrés en provenance de la nappe. Et ce qui se produit en l'absence d'isolation sur cette partie, c'est la condensation qui se forme et qui commence à engendrer des problèmes de corrosion, comme on le voit. Donc, les principaux impacts qui ont découlé de ce calorifugage, qui n'est que partiel sur le réseau hydraulique, donc ça va être des pertes de calories qui vont engendrer une baisse de rendement, une surconsommation d'énergie et donc au final un surcoût. Un autre impact possible dû à ce calorifugage partiel, donc ça peut être avec les pertes de calories qui se font sur le circuit, eh bien, les températures elles vont être faussées sur l'ensemble du système, ce qui va pouvoir engendrer des problèmes de réglage et donc au final
un inconfort thermique pour les usagers. Et pour le troisième point, la condensation sur le réseau de froid ou en fonctionnement froid, elle va pouvoir entraîner de l'oxydation puis de la corrosion. Et puis, comme on l'a vu également dans l'enseignement précédent, la condensation, au-delà de l'impact sur le système lui-même, elle peut également entraîner l'apparition de désordres liés à l'humidité autour du système. Donc, la solution corrective qui va être proposée dans cet enseignement, ça va être tout simplement d'isoler les parties nues du circuit hydraulique avec un isolant adapté pour qu'il soit calorifugé sur tout son parcours. Et pour illustrer un exemple de bonne pratique, on voit sur cette image donc une isolation parfaitement continue du circuit hydraulique, y compris les éléments tels que les coudes, les vannes et les pompes. Et les bonnes pratiques pour cet enseignement vont être de prévoir dans les descriptifs l'isolation spécifique pour chaque élément et ses liaisons avec l'isolant des circuits courants. Comme l'enseignement précédent, on va sensibiliser les équipes sur le chantier quant à la nécessité d'une bonne pratique, une bonne pratique de continuité de l'isolation des circuits hydrauliques. Il est également donné comme bonne pratique de respecter la performance d'isolation prescrite. Attention, puisque ce non-respect peut impacter l'ensemble de l'installation, puisque la valeur de déperdition peut être faussée. Encore une fois, il est important de respecter les préconisations des fabricants d'isolants, d'utiliser un isolant adapté, hydrofuge et imputrescible, et enfin, de prévoir la vérification des isolants à réception et dans le contrat d'entretien. Ok, merci Cyrielle. Donc on passe à l'enseignement suivant. Donc on en avait parlé tout à l'heure du fait d'étiqueter l'ensemble des éléments du système. Donc sur ce 7e enseignement, donc sur cette photo, ce qu'on observe, c'est l'absence de toute indication concernant les éléments du réseau. Donc on n'a ni code couleur, ni étiquette, ni sens de circulation. Donc on a vraiment du mal à identifier les choses. Et les principaux impacts de ce manque d'identification, ça peut être l'augmentation du temps d'intervention lors des opérations de maintenance et d'entretien, puisqu'il va falloir rechercher ce que représente chaque élément. Il peut y avoir une impossibilité d'intervenir rapidement en cas de force majeure, donc surtout sur les grosses installations, puisque, encore une fois, on ne saura pas ce que représente chaque élément. Et puis, il y a tout simplement un risque d'erreur de manipulation. Une solution corrective qui peut être mise en place, c'est de prendre connaissance des informations de l'installation dans la notice fournie par le fabricant et puis de les retranscrire sur un schéma de principe pour faciliter les interventions sur le système. Et pour illustrer un exemple de bonne pratique, donc on voit sur cette image une bonne identification de chaque circuit avec l'installation d'étiquettes avec un code couleur pour représenter les flux chauds et les flux froids, ainsi que des étiquettes qui indiquent le sens des flux. Et les bonnes pratiques pour cet enseignement vont être d'inclure l'identification de l'ensemble des éléments de l'installation dans les CCTP ou en faire la demande à l'installateur. On conseille aussi d'identifier les différents éléments de l'installation à l'aide d'étiquettes visibles et indélébiles, et puis de placer de manière bien visible le schéma de principe au sein de la chaufferie et de préférence sous protection pour éviter toute détérioration. Ok, merci. Alors juste avant de passer à l'enseignement suivant, peut-être quelques retours. Notamment concernant cet étiquetage. Donc, il y a plusieurs dimensions. Il y a déjà d'étiqueter les éléments, comme le dit Cyrielle. Il y a aussi l'idée, c'est vrai aussi quand il y a une transmission de l'information entre une équipe de chauffagistes et puis une autre équipe de chauffagistes qui interviendra a posteriori. Il a tout son intérêt, puisque même, comme ça peut être remarqué dans la discussion, c'est peut-être pas nécessaire pour des vrais chauffagistes d'avoir un étiquetage, etc.
Nous, on a pu voir sur le terrain voilà, des transmissions avec des manques d'informations et du coup des explications qui manquaient, notamment sur peut-être la régulation, des explications sur les points de remontée de régulation, etc. Donc l'étiquetage et puis l'affichage sur le schéma de principe avec les remontées de points de régulation aurait permis de gagner beaucoup de temps sur la compréhension de la chaufferie. Donc c'est vrai que c'est vrai pour certaines chaufferies plus conséquentes, mais de base, voilà, l'étiquetage aurait permis d'éviter toutes ces non-qualités. Une autre question, alors je prends un petit peu au fil de l'eau. Je remercie déjà Uwe et puis Benzi de répondre à pas mal de questions. Ça me permet de continuer à avancer. Il y avait une question sur l'acoustique des unités extérieures. Donc ça, on pourra y revenir. On en avait parlé aussi dans le rapport précédent sur l'impact acoustique. Alors on a fait très peu de remontées puisque nos enquêteurs, il n'y a que quelques enquêteurs qui sont équipés de matériel pour pouvoir faire de la mesure sur les équipements. Donc jusqu'ici, on a fait beaucoup de mesures acoustiques sur des équipements de ventilation, etc. Et très peu sur les unités extérieures de pompe à chaleur, puisqu'il faut arriver au bon moment de la visite, etc. Donc pour l'instant, on a très peu de retours sur l'acoustique des unités extérieures. Mais voilà, il y a des photos commentées, il y aura des enseignements sur ce sujet-là. Cyrielle, je te laisse continuer sur le prochain enseignement, donc, qui est celui d'effectuer un entretien régulier du système dans son intégralité. Oui, donc ce 8e enseignement, donc on voit ici une unité extérieure donc, qui a été un peu oubliée et qui en a subi les frais. Et les impacts de ce genre d'entretien, eh bien, cela peut engendrer des risques de diminution des performances du système, de surconsommation et donc de surcoût. On peut également avoir des risques de panne ou de fuite et de diminution de la durée de vie de l'appareil. Et enfin, des risques de non-garantie, puisque la plupart des garanties sont soumises à la souscription d'un contrat d'entretien. Et pour illustrer un exemple de bonne pratique, donc on voit sur cette image l'étiquette obligatoire qui mentionne la date de validité du contrôle d'étanchéité à l'air de l'équipement, avec juste à côté un flash code qui permet d'accéder à un carnet de visite numérique qui répertorie toutes les actions d'entretien réalisées et à venir et qui permet d'avoir un suivi complet, même s'il y a un changement, que ce soit au niveau de l'entreprise qui réalise l'entretien ou au niveau de la maîtrise d'ouvrage. Et les bonnes pratiques pour cet enseignement vont être d'informer l'exploitant de la nécessité d'un entretien en prodiguant les conseils nécessaires, tels que de vérifier le bon écoulement des condensats, de vider le bac à condensat le cas échéant, et puis dans le cas d'une pompe à chaleur aérothermique bibloc, donc d'entretenir régulièrement les abords des unités extérieures et de nettoyer l'élément si besoin. Une autre bonne pratique est de conseiller l'exploitant de souscrire à un contrat de maintenance avec une intervention préventive au minimum tous les 2 ans, qui est de toute manière obligatoire pour les puissances supérieures à 4 kW. Et enfin, pour toute intervention, il est important de délivrer une attestation d'entretien rédigée par la personne qui aura effectué la visite, et ce, dans les 15 jours suivant l'intervention. Ok, merci pour ce dernier enseignement pour aujourd'hui, Cyrielle. Juste pour votre information sur cette diapo et encore, ça reprend les enseignements qui figureront dans le rapport thématique, donc parmi les 12 enseignements, mais qu'on n'a pas développé aujourd'hui. Le premier, donc, qui est de prendre en compte l'évolutivité du projet lors du dimensionnement de l'appareil, donc les questions de modularité, etc. Hop, j'ai perdu, voilà. Ensuite, un enseignement sur le fait de contrôler la conformité des installations phase par phase. Et puis enfin, de caractériser et transmettre une installation. Sur ces enseignements, ça me permet d'enchaîner sur quelques exemples de bonnes pratiques un peu plus génériques qu'on n'a peut-être pas encore parlé pendant la présentation. La première, c'est encore une fois un autre projet du programme Profil, celui qui s'appelle Procédure interne. Vous avez à disposition donc, sur ce site Profil des fiches de réception. Et dans ces fiches de réception, elles vous permettent notamment pour celles qui concernent la pompe à chaleur, de vérifier qu'une explication du dimensionnement de l'installation a bien été donnée au client par rapport aux besoins de chauffage, qu'un schéma de principe de l'installation ou un repérage sur les unités intérieures et extérieures est réalisé, et puis aussi, entre autres, qu'une plaque signalétique sur l'unité extérieure mentionnée de façon lisible et indélébile a bien été mentionnée. Donc, vous avez quelques points comme ça dont on a parlé beaucoup aujourd'hui,
qui sont vraiment sur une checklist et ça vous permet de faire une bonne réception et puis de rien omettre. Concernant les bonnes pratiques, et ça répondra sans doute à quelques questions qu'on n'a pas traitées ou pas complètement, vous avez accès toujours au calepin de chantier qui avait été réalisé durant le programme Pacte, sur le catalogue Pacte, sur le site internet du programme, qui vous permettent d'illustrer beaucoup de bonnes pratiques dont on a parlé aujourd'hui, donc beaucoup d'éléments qui existaient, et malgré ça, on retrouve encore beaucoup de non-qualité sur le terrain. Mais voilà, vous avez tous ces outils à disposition pour compléter la présentation de ce matin. Cyrielle, je te laisse peut-être donner quelques éléments de conclusion. Oui. Alors, en guise de conclusion, donc ce que les retours d'expérience ont pu mettre en évidence, donc c'est tout d'abord l'importance du choix de l'installation et son dimensionnement. Donc, en effet, tous les types de pompes à chaleur ne sont pas forcément adaptés au projet et donc il est important de bien prendre tous les éléments en compte, de réaliser un état des lieux de l'existant avec une visite de site, ainsi que de réaliser un diagnostic et une étude thermique complète. Et puis, la compatibilité entre la puissance électrique et la puissance demandée par la pompe à chaleur doit, quant à elle, être impérativement vérifiée. Un deuxième point mis en évidence par ces retours d'expérience sur le terrain, c'est la mise en œuvre du système. Donc, en effet, il est important qu'un contrôle soit mené tout au long de la mise en œuvre du système afin de vérifier la conformité des installations, et cela phase par phase. En ce qui concerne l'implantation de l'appareil, donc elle doit être pensée en amont, ainsi que l'accessibilité à l'ensemble des éléments de l'installation. Il est également important de prévoir d'identifier l'ensemble des éléments et l'affichage des informations sur les fluides frigorigènes. Et enfin, attention quant au calorifugage des circuits hydrauliques et frigorifiques. Et puis pour terminer, donc un troisième point de vigilance porte sur la durabilité de l'installation. Alors, une des raisons évoquées par les prescripteurs et usagers sur le choix d'une pompe à chaleur par rapport à un autre mode de chauffage, c'est l'économie en énergie et le retour sur investissement. Et pour atteindre cet objectif, donc l'allongement du cycle de vie et la durabilité doivent être recherchés grâce à un entretien efficace et régulier. Or, ce qui a été constaté dans le cadre de cette mission, c'est que les usagers ne sont pas toujours informés du mode d'entretien prévu pour une pompe à chaleur et que l'absence d'entretien, eh bien, il reste prépondérante. Donc, l'entretien de l'échangeur, des évacuations des condensats ou encore des filtres de la pompe à chaleur sont encore négligés par les propriétaires ou exploitants, ce qui peut parfois conduire jusqu'à l'annulation des garanties proposées par les fabricants. Et donc, un contrat d'entretien ou la fourniture d'un livret d'entretien sont des gestes simples pour pallier ces défauts. Ok, merci Cyrielle. Du coup, pour terminer, avant de se quitter, donc je voudrais vraiment vous remercier tous vivement, parce qu'il y a eu beaucoup de questions posées, beaucoup d'échanges. Donc, on a fait en sorte qu'il y ait pas mal de réponses. Donc, je remercie encore une fois Uwe et puis et Benzaïd pour apporter beaucoup de réponses, mais d'autres contributeurs dans le chat ont permis des échanges. Donc, je vous remercie. Juste pour information, donc il y aura la diffusion des derniers livrables du projet Rex Rénovation donc dans les prochaines semaines, comme je l'ai dit plusieurs fois au cours de la présentation. Et puis, je vous rappelle aussi le MOOC Rénovation performante, risque et bon réflexe. Donc, les inscriptions sont déjà ouvertes. Et ce MOOC démarrera, donc, contrairement à ce qui est indiqué sur la slide, donc le 12 avril 2022. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, comme ça, vous aurez ces informations s'il y a des changements. Vous aurez l'actu en direct. Et puis, comme je vous l'ai dit au démarrage, donc là, on a dépassé un petit peu au niveau du temps. Donc, je ne vais pas vous représenter la mallette pédagogique du dispositif RexBP. Elle est assez intuitive, donc n'hésitez pas à naviguer dessus pour retrouver les éléments. Ce qu'on voulait vous partager et en guise de fin de webconférence, c'est le format tuto qu'on a mis en œuvre. Donc, chaque rapport thématique, dans tous les rapports qu'on vous a présentés, il y aura toujours trois enseignements qui seront déclinés en format tutoriel. L'objectif, c'était de multiplier les supports, pour toucher le maximum de personnes sur le terrain, dans les bureaux d'études, etc. On avait eu comme retour qu'il fallait multiplier un petit peu les types du support. Et celui-ci, sur ce format très court, un tuto, un enseignement, une bonne pratique, était plutôt adapté.
Donc, je vais vous le diffuser et puis je vous donne rendez-vous donc du coup sur la mallette pédagogique et puis sur les prochains événements. Merci beaucoup Cyrielle et puis merci Richard, Eve à la technique. À bientôt. Merci à tous. Pompe à chaleur en rénovation. Calorifuger intégralement le réseau frigorifique. Les tuyauteries de fluide frigorigène entre l'unité extérieure et l'unité intérieure ne sont que partiellement calorifugées. Le calorifuge est absent au niveau des raccords et les tubes d'isolant ne sont pas jointifs. À l'extérieur, l'isolant est détérioré par les UV et les animaux. Cette discontinuité de l'isolation entraîne des pertes de calories et donc une diminution des rendements de la pompe à chaleur. Un risque de condensation sur le réseau froid traversant un milieu plus chaud, pouvant entraîner un effet d'oxydation et l'apparition de désordres liés à la présence d'humidité. Les bonnes pratiques du dispositif REX bâtiment performant. Calorifuger les liaisons frigorifiques sur tout leur parcours avec des matériaux adaptés, ayant une épaisseur suffisante et une conductivité thermique adaptée à leur localisation. Enfin, prévoir une protection mécanique de l'isolant en extérieur. Retrouvez nos 12 enseignements à connaître sur les pompes à chaleur en rénovation sur le site dispositif-rexbp.com.